sur le rôle de l'État. Je vais parler de celui du Trésor et avec le champ financier en perspective qui est le nôtre, peut-être en commençant sur la genèse. On a commencé à y réfléchir. La blockchain, c'était connu de quelques initiés. On en a entendu un peu parler et ça nous a intéressé tout de suite parce qu'on était dans un environnement culturel où le mot fintech, en revanche, était beaucoup plus présent et posait deux types de challenges. Le premier, c'est la question émergence de nouveaux acteurs versus entreprises établies, qui m'a toujours paru, dès le départ, assez mal posé, qui est changement du business ou pas, que ce soit fait par des petites entités ou par les établis, et après que la concurrence fasse son œuvre. Le deuxième sujet nous touchait assez directement, c'est nouvelles activités ou nouveaux acteurs égale nouvelle régulation. Et sur le secteur financier, vous avez un secteur parmi les plus régulés, sinon le plus régulé, avec des champs extrêmement vastes de régulation. Mais nouveaux acteurs, dit nouveaux acteurs régulés, et nouvelles activités, dit nouvelles activités régulées quand on parle de finance. Il n'y a pas beaucoup qui ne sont pas régulés. Et donc, ça a commencé avec le crowdfunding. Le crowdfunding, quand on y pense aujourd'hui, ça nous paraît déjà assez lointain et assez old-fashioned, si je me permets. C'est évidemment très bien, mais on voit la vitesse à laquelle ça évolue, à laquelle on n'était pas habitué ces dernières décennies. Crowdfunding, on a fait un cadre, il a été demandé par les acteurs. C'était une des premières fois, en tout cas, c'était la première fois que ça m'arrivait. En général, les acteurs demandent à ne pas avoir plus de régulation. Et là, on a des nouveaux acteurs qui nous disent mais on a besoin de régulation justement pour pouvoir développer notre activité. Et ça, c'était très intéressant. C'était de dire on a là des opportunités d'activité, de développement de business qui demandent de la régulation et un cadre clair, qui demandent un cadre prévisible, mais qui demandent avant tout un cadre pour justement savoir ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Crowdfunding, on a vu apparaître le développement de crowd equity, à des niveaux qui ne sont pas non plus des sommes faramineuses, mais quand même, ça a fait apparaître quelque chose de nouveau, que la réglementation traitait assez mal, qui est un développement du nombre d'actionnaires dans des entreprises de petite taille dans le non-coté. Et là, on a redécouvert avec joie le fait que les entreprises non cotées sont tenues de tenir le registre de leurs actionnaires. Et on s'est un peu intéressé à la question et on a vu que c'est tenu de manière assez peu actualisée, sous un format Excel au mieux, papier souvent. Et on s'est dit, c'est quand même un peu étonnant. Et les plateformes, en échangeant avec elles, disent effectivement, ça m'intéresse comme business et je pourrais le faire pour elles. Simplement, j'aimerais bien le faire de manière un peu plus automatique et un peu mieux, un peu plus efficace. Et en blockchain, on regarde, c'est pas encore vraiment industrialisé, mais peut-être qu'on pourrait faire des tests et autres. Ça a commencé comme ça. Et là, on s'est dit très bien, pourquoi pas. Mais commençons par vérifier si le cadre le permet. Et là, ça a été donc la genèse de la première accroche réglementaire de la blockchain. Alors Thierry, le DIP, si c'est l'acronyme de dispositif électronique d'enregistrement partagé, ça ne vient pas du Trésor, ça vient du Conseil d'État qui a découvert cet animal. Nous, on avait mis blockchain, je vous rassure tout de suite, dans ce qu'on avait présenté au Conseil d'État. Ça n'est pas passé. Et donc, ça se transforme en DEEP. Moi, je préfère dire DIP, ça fait beaucoup plus moderne. Mais en tout cas, on a profité de cette ordonnance qu'on appelle mini-bon, où on revoyait le cas du crowdfunding pour dire, effectivement, autorisons cela. Et allons un cran plus loin pour ces instruments que sont les bons de caisse, que le crowdfunding avait revisité. Là aussi, c'est fascinant, un cadre législatif des années 30 que tout le monde avait perdu de vue, qui a été utilisé pour franchir légalement des frontières en jeu, donc ça optimise. Et bon de caisse, là aussi, on s'est dit, tiens, on n'aime pas ça, naturellement.
historique, bon anonyme et autres. Et la blockchain, qu'est-ce que c'est? C'est normalement un dispositif infalsifiable, si ça fonctionne, et surtout qui permet une traçabilité spontanée, normalement. Donc on s'est dit, tiens, là c'est intéressant, essayons de marier le moderne et l'ancien, et de transformer une caractéristique qui était attachée au bon de caisse en la renversant grâce à une technologie qui est de dire, écoutez, si vous nous faites du bon de caisse par crowdfunding classique, eh ben, il ne sera pas cessible. Évidemment, les gens aimeraient bien que ce soit cessible, mais en revanche, il peut être cessible si on sait le tracer, et pour ce faire, eh ben, il faudra que ce soit traçable via un dispositif type blockchain. Ça nous allait assez bien, parce que ça donnait une petite carotte, et pour inciter les gens à développer ce genre de choses, sur un champ qui était limité. Je veux dire, on parle de bons de caisse, on parle de crowdfunding, c'est quelques dizaines de millions, peut-être que ce sera quelques centaines de millions, mais on n'est pas sur quelque chose où on se met en risque avec des enjeux de stabilité financière ou de risque sur l'intégrité du marché. Et là, ça nous allait aussi très bien dans la démarche et dans le débat qui avait lieu à l'époque, ils disent toujours, qui est est-ce qu'on fait du bac à sable ou pas? Nous, notre démarche, elle a commencé avec celle-là. Peut-être Sébastien expliquer parce que c'est du jargon. Le bac à sable. Le mot semble simple, mais le sandbox. Alors, dans le débat des régulateurs, vous avez la FCA au Royaume-Uni qui a dit moi, je fais un programme où je sélectionne des startups qui vont développer des choses hors cadre de réglementation, d'ailleurs peuvent déroger au cadre de réglementation, parce que ça reste des expérimentations qu'on fait dans un bac à sable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opérationnalisation derrière industrielle. On a toujours été un peu gêné par ça, en se disant, oui, alors ça fait émerger des entités, ça fait émerger des expérimentations, mais derrière, justement, s'il faut industrialiser ça, le fait qu'ils aient pu déroger la loi, ça ne sera plus possible ensuite. Et justement, est-ce que leur développement, on serait prêt, si ça fonctionne et ça peut s'industrialiser, quand même à modifier la loi? Nous, il nous semble qu'il faut réfléchir de manière concomitante et parallèle en développement. C'est-à-dire que si on pense qu'il y a un intérêt industriel d'amélioration de l'efficience à risque pour l'intégrité et la stabilité financière inchangée, allons-y. Et donc c'était ces réflexions qu'on avait, qu'on a toujours, mais qui ont conduit au concept de neutralité technologique de la réglementation financière. On ne va pas dire à une banque « merci d'utiliser tel logiciel pour le reporting de, etc. » On ne devrait pas en tout cas. C'est pareil pour toutes leurs activités, du moment que, en résultat, il y ait bien la capacité de maîtriser les risques. Et quand on a donc fait sur Milibon, on l'a fait en se disant il faut modifier la loi, parce qu'effectivement, le Code civil et autres ne permettaient pas ça, mais faisons-le sur un segment de marché qui est petit, mais ouvert à tous les acteurs, et les acteurs établis. Donc ça, c'était plutôt notre logique qu'on a voulu poursuivre ensuite, en se disant, tiens, si on regarde de plus près, en fait, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on sent qu'il y a une certaine sédimentation dans le secteur financier, qui génère des coûts et qui ne nous paraissent pas totalement utiles. On a eu beaucoup de discussions, par exemple, les gestionnaires d'actifs, qui ont deux sujets. C'est une compétition forte par les coûts. Donc tout ce qui peut réduire les coûts est intéressant pour les gestionnaires d'actifs, quelque part l'épargnant, on le souhaite. Et le deuxième aspect qui est, par ailleurs, les gestionnaires d'actifs se plaignent de ne pas avoir une grande connaissance de leurs clients. Là aussi, on se dit, étonnant quand même. On demande plein de transparence partout. Et là, on a des acteurs qui se plaignent de ne pas trop savoir qui sont leurs investisseurs dans les parts de fonds. Et là, blockchain, voilà. Bitcoin, c'est peut-être libertarien. Bitcoin, c'est peut-être les débats qu'on a aujourd'hui sur anti-blanchiment, contre le terrorisme. Mais la technologie sous-jacente, c'est juste l'inverse. C'est normalement la transparence, la traçabilité de transactions. C'est justement peut-être l'arme fatale pour la lutte anti-blanchiment, etc. Donc, on se dit, bon, ben, peut être intéressant de regarder ça, mais est-ce que la loi le permet? La loi ne le permet pas. La loi ne le permettait pas.
Pourquoi? Parce qu'il faut faire des transferts de propriété et matérialiser ce transfert de propriété pour que ce soit juridiquement robuste. C'est les parts de fonds, c'est tout ce qui est action non cotée. J'en ai parlé rapidement avec le lien avec les registres d'actionnaires. C'est aussi les titres de créances négociables, qui est, vous voyez, un marché extrêmement régulé par la Banque de France. On a eu des discussions avec, et où elle a compris l'intérêt de dire rendons ça neutre technologiquement, parce que ça permettra peut-être de rendre encore plus attractif ce marché, qui est un point important pour tout le monde, sans diminuer l'exigence de maîtrise des risques. Au contraire, j'ai envie de dire, puisque normalement ça doit faciliter le traçage des transactions et donc la capacité pour les superviseurs d'avoir l'information et d'en tirer les conséquences macro. Donc on a fait cette ordonnance sur le champ qui nous était autorisé par rapport au droit communautaire, donc ça reste du droit national. C'est pour ça qu'on a pris ce champ-là, mais qui est le champ le plus vaste et qui, on passe des mini-bons à 30 millions, on passe là à des sujets qui représentent des centaines de milliards d'euros d'actifs. L'ordonnance est sortie, on est en cours de rédaction des décrets d'application qui vont sortir d'ici la fin du premier semestre. Ces décrets, ils auront une importance considérable puisqu'ils devront déterminer les conditions minimales requises pour les blockchains en termes de technologie pour dire qu'effectivement, ces blockchains sont capables de délivrer la preuve d'un transfert de propriété. Alors, c'est passé assez aisément, mais quand on prend un peu de recul, on a quand même touché au droit de propriété. C'est pas la chose qu'on fait tous les ans, c'est pas la chose qui se fait sans y réfléchir un peu. Et en même temps, c'est bien passé parce qu'on a dit, mais quand vous pensez à un dispositif de ce type, qui, le temps qu'on écrive ce genre de choses, s'est industrialisé. On est passé de l'époque où on a, tout début, quand on a commencé à dire blockchain, ça ne marchera pas, c'est pas scalable, ça peut pas se développer, ça fera 10 transactions par seconde, regardez Mastercard, Visa, ça vous en fait... enfin, si on est condamné dans un monde où on a un duopole sur des cartes de crédit, alors qu'on voit que maintenant, peut-être pas en France, mais dans d'autres pays, ça paye plutôt par smartphone, on n'a pas le sentiment qu'on ferait correctement notre job. Donc, pour résumer, c'est pour nous un vrai défi, avec ces nouvelles technologies, de pouvoir imaginer un cadre qui donne de la visibilité aux acteurs, qui leur permet de développer ces solutions. Ça n'est pas régulé pour réguler, c'est au contraire régulé parce qu'on est dans une activité, je parle de la finance, où ça sera nécessaire en tout état de cause, pour justement permettre le développement de ces solutions, dans un axe stratégique qui est la neutralité technologique. Voilà, on ne va pas essayer de refaire le Minitel versus l'Internet. Après que les entreprises s'en saisissent, et dans une logique non pas de bac à sable, de aller, la petite start-up, les deux jeunes en short qui viennent nous voir et qu'on trouve sympa, allez-y, et puis on verra ce que ça donne plus tard. Ça, par rapport à un aspect de régulateur, on sera toujours un peu derrière, ça nous fera prendre trop de retard, c'est notre sentiment. En revanche, qu'on puisse être capable de modifier la loi, alors par des instruments flexibles, l'ordonnance, qu'on le fasse avec la place, avec les évolutions technologiques, avec des projets concrets, pour qu'on sache aussi ce qu'on peut, ce qu'on doit écrire. Parce que on ne part pas d'une page blanche en se disant, tiens, dans notre bureau, la blockchain, je vais la décrire comme ça. Voilà, il faut quand même que nous, on n'en a pas au Trésor. Mais il faut qu'on ait des tests. Et donc, c'est vraiment pour moi un exemple qui peut-être sera reproductible sur d'autres technologies, mais qui est la capacité de développer main dans la main, mais en n'ayant pas peur de toucher directement à la loi, du moment qu'on est dans des cadres bien clairs, avec des avantages pressentis, bien identifiables. La blockchain, encore une fois, tous les débats blockchain fermé public, nous on s'en fiche, neutralité technologique. En revanche, que le meilleur gagne, du moment que ça respecte les conditions de sécurité, et ça c'est notre job de les définir, et qu'après ce soit les acteurs qui s'en saisissent. Petits, grands, petits qui travaillent pour les grands, etc. etc.
Merci.